Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans le webinaire numéro 5 du cluster EdTech Grand Ouest. Donc, comme vous le savez, on parcourt l'Ouest apprenant et cette semaine, on va partir en plongée. En plongée, donc j'espère que vous allez bien retenir votre souffle parce que c'est un sujet haletant qu'on va voir ensemble. On va parler d'intelligence artificielle, de chatbot, d'ancrage mémoriel, de plein de sujets comme ça, de micro-learning. Et donc ça va être Lionel qui va nous faire le rôle de journaliste et nous parler, et Hubert Gervais qui va nous parler de sa société Tiny Coaching, qui est un chatbot pour faire du micro-learning. Donc je vais laisser la parole pour démarrer. Bienvenue à tous. Merci Luc. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Lionel Miska et je suis formateur. Donc dans ce webinaire qui est organisé, rappelons-le, donc par EdTech Grand Ouest et qui est soutenu par le Conseil régional de Bretagne. Donc un webinaire dont c'est le 5e numéro, si je dis pas de bêtises. Ces webinaires sont consacrés au retour d'expérience sur le territoire d'innovation pédagogique. Donc, comme disait Luc à l'instant, on va parler d'intelligence artificielle, de chatbot. On va rentrer peut-être un petit peu dans le futur, peut-être le futur de la formation. Et tout de suite, je vais m'adresser donc à Hubert Gervais, qui est le patron de Tiny Coaching, une start-up normande, qui est en train de développer quelque chose qui semble assez révolutionnaire. Et puis, on va essayer de voir ce que c'est et ce qu'on peut en faire. Bonjour Hubert Gervais. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors, on va parler de chatbot. Avant même de commencer, avant même d'aller plus loin, ce que je voudrais, c'est que les gens qui sont là, qui participent à ce webinaire, vous puissiez aller sur Klaxoon. Vous avez peut-être vu tout à l'heure le QR code pour activer l'application. Et que dans le nuage de mots-clés qui vous est proposé, vous jetiez comme ça quelques mots qui vous viennent à l'esprit quand on vous parle de chatbot. Peut-être avez-vous eu des expériences de chatbot avec la SNCS, avec Free, Bouygues ou que sais-je, des grandes entreprises comme ça qui proposent des chatbots en ligne pour répondre à vos questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand on vous parle de chatbot? On va partir de là et puis on va essayer de démêler tout ça et de voir ce qu'on peut faire de ces nouveaux outils par rapport à la formation. Donc je vous laisse quelques secondes pour le faire. En attendant, pendant que vous êtes en train de voter, Hubert Gervais, on va peut-être partir de votre histoire. Au départ, cette idée de créer des chatbots, elle vient d'un constat, un constat que vous avez fait dans une entreprise dans laquelle vous travaillez précédemment, un constat amer, le mot est peut-être fort, mais disons difficile. Oui, tout à fait. Merci Lionel de lancer le débat justement sur ce sujet, puisque en fait, on va parler technologie, mais avant la technologie, il y a des problématiques réelles, des problématiques physiques, des problématiques humaines, et c'est ce qui a donné l'idée de ce chatbot. En fait, moi, j'ai un passé très opérationnel de vice-président des ventes, de la communication, du marketing dans diverses sociétés. Et la dernière dans laquelle j'ai acté avant de créer Tiny Coaching, c'est une société que tout le monde connaît, que peu apprécie parce qu'on doit payer à chaque fois qu'on la voit. C'est Parkeon, qui s'appelle Flaubert d'aujourd'hui. C'est une société qui fabriquait des horodateurs et qui était très très disruptée par le monde du digital, puisque aujourd'hui tout le monde peut payer son stationnement avec un téléphone mobile. Et donc on a une société française leader mondiale qui fabrique de la mécanique et de l'électronique et qui est disruptée par des applications mobiles. Donc on doit transformer cette entreprise. Et j'ai commencé cette transformation en 2012 avec l'équipe de direction. Et en fait, là, on avait une usine de 800 personnes à Besançon et la grande difficulté était de faire comprendre à l'ensemble des équipes en fait la stratégie qu'on voulait mettre en place pour réagir à cette disruption, c'est-à-dire un mouvement technologique. Et faire comprendre, c'est expliquer, et c'est pas forcément expliquer en une fois, c'est expliquer sur le long terme. Donc à cette époque, on a réussi cette transformation, mais elle a pris beaucoup de temps. Et à cette époque, on a formé les managers qui devaient relayer l'information auprès de leurs équipes. Ça s'est pas super bien passé. Les managers relayaient pas tous cette information. On a mis des coachs physiques, et ça c'est important, des coachs professionnels auprès des managers pour les motiver justement à passer les bons messages et avoir les bons langages pour le faire. Encore une fois, il y a eu
il y a eu des freins, les messages ne sont pas passés, on a même eu jusqu'à des grèves au niveau de cette usine-là. On a essayé d'organiser des séminaires sur site, on appelait ça les brown bag meetings, sur lesquels on avait des intervenants légitimes, soit des clients, soit des patrons de filiales qui venaient expliquer ce qu'attendait le marché, et on avait une participation assez faible. Et moi, pendant toute cette période-là, on a mis beaucoup d'efforts, et beaucoup d'efforts de formation. Et encore une fois, la transformation a été une réalité et un succès, puisque cette société est redevenue leader mondial. Mais mon rêve aurait été d'avoir un coach qu'on a fait sur le management auprès de chacun des employés, ce qui est impossible à faire en fait sur des grandes structures de 800 ou de 1000 personnes. Quand j'ai quitté cette entreprise, puisque cette entreprise a été reprise en 2016, et que j'ai souhaité justement bénéficier de cette expérience pour lancer Tiny Coaching, avant même d'avoir l'idée de ce que serait Tiny Coaching, l'idée c'était vraiment de mettre un coach dans la poche de chacun, que chaque employé d'entreprise puisse avoir accès en fait à une discussion, engager une discussion avec un coach n'importe quand il le souhaite, et très facilement. Et très vite, dans nos réflexions, le chatbot est arrivé comme une des solutions. D'accord. Alors, on va voir dans quelques instants une démonstration en vidéo justement du chatbot, et puis vous allez pouvoir nous la commenter. Je reviens un instant sur les premiers mots que les participants, et je vous remercie de l'avoir fait, ont mis sur le nuage de mots. Alors, c'est assez contrasté quand on parle de chatbot. Il y a des mots comme frustration, imprécision, bof. Il y a le mot bof qui arrive en milieu. Donc ça, on voit qu'il y a de la déception, et en même temps, il y a de l'espoir, puisqu'il y a certains mots comme pratique, dynamique, demande à voir. Il y a quelqu'un qui écrit demande à voir. Donc c'est un concept qui intrigue et qui donne envie. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on a beaucoup cru à l'intelligence artificielle, et quand on est confronté à ces chatbots, pour beaucoup de personnes, ça peut créer un peu de frustration. Mais vous, les chatbots que vous avez créés, on va dire qu'ils sont peut-être un peu plus intelligents que les autres. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez mis à l'intérieur de ces chatbots? Alors, ça, c'est une excellente question. En fait, un chatbot, c'est vrai que ça peut être effrayant. Un chatbot, c'est juste un mécanisme. Ça ressemble beaucoup aux centraux téléphoniques électroniques qu'on avait avant, où on tapait 1, on tapait 2, on tapait 3. Ça, ce sont des chatbots commerciaux. Aujourd'hui, Tiny Coaching, c'est pas un chatbot de ce type. Le chatbot, ça n'est qu'un canal de diffusion. C'est une voix. C'est un moyen de discuter. C'est un coach virtuel. Derrière le virtuel, il y a beaucoup d'humains, puisque nous, on a une équipe d'éditoriaux, enfin une équipe d'éditorialistes qui est basée à Caen et qui fait les langages du chatbot. Mais c'est surtout que derrière ce chatbot, et c'est là qu'est le cœur de Tiny, on a un moteur de neuropédagogie. Et ce moteur de neuropédagogie, il se base sur des matrices pédagogiques qui sont très bien organisées, qui sont organisées par des gens issus de la formation. Donc le chatbot va aller chercher les contenus en fonction des niveaux des gens. L'intelligence artificielle qu'on va trouver derrière, elle va œuvrer d'une façon un peu différente de ce qu'on peut trouver sur d'autres chatbots, parce que l'intelligence artificielle, elle a pour rôle d'identifier le comportement de l'apprenant pour savoir sous quel ton, avec quel langage on va lui parler pour l'encourager, et puis surtout pour identifier son niveau, c'est-à-dire placer la personne dans la matrice de connaissances en fonction de la réussite de la réussite des quiz qu'elle aura fait, du progrès qu'elle fera pédagogique, pour adapter, pour pousser le bon contenu au bon moment. Donc le chatbot, en fait, c'est un canal. D'ailleurs, c'est un canal qui va être enrichi dans les semaines qui viennent, puisqu'aujourd'hui, on est une application mobile. Dans quelques semaines, on sera sur les messageries instantanées, Messenger, Microsoft Teams, Google Chat, mais aussi à très moyen terme sur les assistants vocaux tels que Google Assistant ou Amazon Alexa, qui vont parler, mais qui, en fait, voilà, ce chatbot, c'est une façon de communiquer en fait bidirectionnelle entre un apprenant et une matrice pédagogique. D'accord. Alors, on va regarder concrètement à quoi ça ressemble. On va lancer une vidéo, et puis vous allez nous la commenter. Comme ça, on va comprendre exactement à quoi ça ressemble. Alors, Hubert, je crois que c'est à toi de jouer. Non, ou c'est Luc. La vidéo? Non, on n'a pas la vidéo? Ah bon, alors comment on va faire? Alors c'est embêtant ça, parce que on avait Pas de prévu une vidéo, moi, vidéo. en tout cas. Et j'ai envoyé une vidéo hier. Bon alors, on va essayer de s'adapter rapidement. Je vais vous envoyer un lien pour ouvrir la vidéo. Alors je vous demande une seconde, le temps de faire ça, parce que c'est vrai que si on n'a pas la démo, c'est quand même un petit Alors, peu je ne sais pas si dommage. je peux partager moi mon écran.
Oui. Ouais, ce serait mieux. Ouais, Ouais. alors on va Tu faire pourrais ça. la partager en direct. Ce sera Je peut-être vais plus essayer de simple. partager moi mon écran, comme ça je vous lancerai la vidéo. Donc on va essayer. Vous me direz si ça fonctionne. Oui, on la voit. Enfin, on voit la slide. Par contre, j'ai maintenant un écran noir. Voilà. Alors, je vais bouger ça parce que j'ai. Donc vous voyez tous l'écran? Oui, en fait, on voit l'écran que tu vois quand tu présentes, mais je pense ça va aller si jamais tu n'arrives pas à inverser les deux écrans. C'est-à-dire que vous voyez 2 slides, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est pas le bon écran qui est partagé. Désolé, hein, c'est un peu de. Arrêter et recommencer. Ouais. Faut arrêter le partage en haut. Le bouton arrêter. D'accord. Alors, je vais stopper ici. Zoom. Le problème, c'est que je ne vois plus comment arrêter le partage. Non, mais je vais Alors, partager tout en mon haut, écran, moi. En passant là. Ouais, En vous haut, vous un embêtez bouton pas. en Je vais partager mon écran si vous êtes d'accord parce que j'ai la vidéo là sous les yeux. Donc je vais prendre la main. Alors, hop, tac, allons-y. Alors pour l'instant, je peux pas le faire. Hubert, il faudrait que tu libères le partage d'écran pour que je puisse le faire de mon côté. J'essaie de retrouver Zoom pour pouvoir l'arrêter. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, ça fait plein de fenêtres. Alors pardon hein, pour ce problème. Sinon, Claire, tu peux arrêter son partage. Tu as une option, arrêter le partage du participant. Tu dois être en haut, là, dans les options d'affichage, tu auras un truc, arrêter le partage. En haut. Voilà, super. Ouais, Alors, j'ai retrouvé. du coup, très bien. Donc là, je vais prendre la main, hop. Et voilà, en principe, vous devriez voir la vidéo. Alors, hop. Donc en fait, là, vous avez devant vous l'application mobile, mais imaginez cela demain sur les messageries instantanées tels que Messenger, par exemple, donc Tiny qui va commencer une discussion. L'avantage qu'on a avec ce type de produit, justement, c'est que ça engage vers la formation qui est souvent considérée comme une contrainte. Là, on est sur une première connexion. En fait, un apprenant va choisir son profil et Tiny va calculer un parcours en fonction de son métier. Et on voit là le petit chatbot, qui est le petit personnage qu'on voit sur la gauche, qui va vraiment engager l'apprenant dans une discussion, ce qui est un peu la différence d'un système de micro-learning qu'on trouverait sur un LMS ou et qui demande un effort pour aller chercher la formation. Donc, Tiny va pousser quelques éléments de culture, on n'est encore pas engagé dans la formation, et va proposer un thème de formation qui aura été défini par le management du collaborateur. Et là, on voit apparaître tout de suite un premier rappel mémoriel. Qu'est-ce qu'un rappel mémoriel? En fait, c'est une petite question. C'est un rappel qui intervient 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après avoir lu un contenu pour rappeler des choses qui auront déjà été apprises. Donc, le rappel mémoriel est demandé et validé. Et Tiny va proposer un petit contenu de formation. Donc, les contenus sont entre 3 et 7 minutes, pour certains un petit peu plus longs. Là, on a ici une coach en management donc c'est un contenu qui est issu d'une société qui s'appelle Evolitude. Et on va parler de la médiation. Donc, ce sont des contenus soit vidéo, soit podcast, soit des articles à lire, soit des contenus interactifs sur lesquels on va demander à l'apprenant de jouer. Le contenu est lu, les apprentissages sont donnés. Très souvent, ce sont des apprentissages qui sont complémentaires à une formation présentielle qui aura été faite en amont par un organisme de formation. Et suite à cette vidéo, une question est posée, un quiz est posé pour valider l'acquis, en fait. Donc, ce contenu, il est situé à l'intérieur d'une matrice pédagogique. Chaque contenu a un quiz qui va permettre de valider l'acquisition de la compétence. Et une fois que l'acquisition de la compétence est faite, lors de prochaines connexions au chatbot, le chatbot, dans une discussion, rappellera régulièrement les acquis poussés dans cette vidéo pour qu'il y ait un réel ancrage mémoriel dans le temps. En fait, on applique ici les 4 règles de neuropédagogie qui ont été éditées par Stanislas Dehaene et qui, surtout, dans cet ancrage mémoriel, nous permet, le moteur d'intelligence artificielle, il va surtout identifier à quel moment il est utile de rappeler
un élément qui a déjà été appris par l'apprenant au sein de l'application pour bien l'ancrer et pour l'avoir de façon durable en termes d'apprentissage. Ok, merci. On avait cette version. Alors l'avantage, juste pour finir, c'est que, encore une fois, c'est quelque chose qui est très complémentaire au présentiel. C'est-à-dire qu'on peut imaginer 2 jours de formation, une journée de formation sur laquelle on va avoir des savoirs, mais où il est très difficile de mesurer l'acquisition des savoirs par les apprenants. Et puis une continuité de l'apprentissage dans le temps, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, via ce chatbot qui va pousser des compléments et qui va surtout poser des questions, valider des acquis et permettre de pister pour l'apprenant et pour le DRH où en est l'apprenant à l'intérieur de son parcours, est-ce qu'il a compris et ce qu'il n'a pas compris, puisqu'on a des analytics qui vont sortir. Ok. Pour récapituler, donc ce que le chatbot prend en compte, c'est le niveau d'avancement de la personne qui suit la formation, mais aussi d'une certaine façon ses habitudes et ses préférences. On peut dire ça? Alors, ses habitudes et ses préférences, le moteur va calculer. Alors, le moteur en fait de neuropédagogie, il va faire des choses en fonction du comportement de l'apprenant. Par exemple, si l'apprenant ne vient pas souvent, ou si l'apprenant ne va toujours que sur les mêmes thèmes d'apprentissage, les langages seront des langages avec des intentions de prise de conscience. Si l'apprenant réussit ou échoue à ses quiz, les langages seront des langages qui seront sur la motivation, sur la félicitation ou ce genre de choses. Mais le moteur va aussi identifier si l'apprenant préfère ou va principalement sur des contenus courts de 3 minutes ou sur des contenus longs de 7 minutes. S'il préfère aller sur des podcasts ou s'il préfère aller sur des articles ou sur des vidéos. Donc il y a toute cette adaptation qui se fait pour qu'on adresse en fait un apprenant avec ce qu'il préfère et qu'on ait surtout les meilleurs langages pour le motiver à revenir et à discuter. D'accord, ok. Alors, vous disiez, l'avenir, c'est aussi la capacité que vous n'avez pas encore, hein, si j'ai bien compris, que vous aurez bientôt, partager le contenu au bon moment. Alors, au bon moment, oui, c'est-à-dire, en fait, au bon moment, il faut toujours laisser à l'apprenti le choix de ce qu'il va vouloir travailler aujourd'hui. Donc, on a plusieurs thèmes de contenu à pousser. Donc, on voit ici qu'il y en avait quatre avec le management, la médiation, la qualité de vie au travail et un autre que je n'ai plus en tête. La personne va choisir son contenu. Là où le moteur va calculer les bonnes choses à pousser au bon moment, ce sont vraiment ces rappels mémoriels, c'est-à-dire ces ancrages. Quand on aura appris quelque chose sur la médiation lors d'un conflit en entreprise, une semaine après, lors d'une conversation, il y aura un premier rappel qui sera fait sur un élément important qui aura été vu pendant la formation. Et 3 semaines après, il y aura une double question, un genre de vrai-faux, qui sera posée encore sur cet article-là, enfin sur le contenu qui aura été poussé. Pour que en fait, quand on a vu un contenu, alors, s'il y a eu une formation présentielle, il y a déjà eu un premier transfert de savoir. Ensuite, il y a eu une vidéo qui a renforcé ce savoir. Mais on va continuer à renforcer ce savoir et surtout à ancrer au niveau du cerveau ce savoir-là par ces divers rappels mémoriels. Il y en a 3 qui sont faits. Je peux venir étayer un petit peu? Est-ce que c'est possible? Oui, Caroline qui peut intervenir est la chef de produit de Tiny. D'accord, bienvenue Caroline. Merci. Oui, je voulais venir apporter d'autres éléments pour appuyer ce qu'était en train de dire Hubert. Donc en fait, oui, le chatbot Tiny Coaching est basé sur les 4 piliers de neuropédagogie dont Hubert Gervais vient de parler. Donc l'un des fondamentaux, c'est la consolidation d'apprentissage qu'on appelle en fait mémoriser. Mais en réalité, il y en a 3 autres. Tout commence par l'attention. Et notre chatbot pédagogique va cibler de façon très très précise l'attention de l'apprenant, justement en ayant des éléments, des contenus pédagogiques courts. Et c'est pour ça qu'il faut absolument partir dans des thématiques de micro-learning, parce qu'en fait, l'attention d'un apprenant chute drastiquement à partir de 15 minutes. Donc, finalement, aujourd'hui, dans les logiques de MOOC, où on est en train de vraiment faire des contenus pédagogiques de 20 minutes, déjà au bout de 15 minutes, l'apprenant chute au niveau attentionnel de 80%, ce qui fait que finalement, à la fin de la vidéo, l'apprenant en aura retenu que 10%, et puis au bout d'une semaine, toujours moins, et au bout de 3 semaines, quasiment plus rien. C'est pour ça qu'en fait, il faut être dans une logique véritablement de répétition. Et c'est là où, en fait, on revient aux fondamentaux de la pédagogie
pédagogie, de nos maîtres d'école, de nos professeurs. La pédagogie, c'est avant tout répéter inlassablement. Et c'est pour ça que répéter des micro-contenus pédagogiques, c'est la première brique attentionnelle. Alors, je me permets de vous couper, ça répond à la question de Luc hein, sur la partie conversation de Zoom. Luc disait la répétition suit-elle, enfin posait la question, la répétition suit-elle un rythme espacé par rapport à la courbe de l'oubli? Donc j'ai l'impression que vous répondez à cette question-là. Exactement. Alors aujourd'hui, Tiny Coaching est dans une logique espacée, mais de plus en plus, on va être dans une logique croissante. C'est quoi la différence? La différence véritablement, c'est que, par exemple, quand vous faites des fiches pour les cours, vous les faites de façon régulière, peut-être une fois par semaine, 2 fois par semaine. Donc là, vous répétez votre apprentissage de façon bien déterminée dans le temps. Et en neurosciences cognitives, on s'est rendu compte que pour vraiment ancrer de façon optimale les informations, il fallait les faire de façon croissante. Et donc là, finalement, il y a aussi ce calcul qu'il faut faire en fonction du premier temps d'apprentissage et en fonction de la première validation d'acquis. Et là, il y a un calcul qui se fait à hauteur de X% pour venir répéter un apprentissage de façon optimale au moment même où il est oublié. Et c'est là où, en fait, il y a un rappel, un deuxième rappel, puis un troisième, ce qui fait qu'on a une méthodologie pour véritablement, d'une part, consommer des contenus de façon optimale, ce qui est bien, un peu à la manière de Netflix, mais aussi de les ancrer de façon pérenne, parce que c'est aussi ça, et surtout ça, l'objectif de la formation, c'est de finalement consolider des apprentissages et créer des automatismes, là où hier, finalement, il y avait des lacunes d'apprentissage. Alors, du coup, moi, ça m'inspire une question, peut-être une question qui fâche un petit peu. On est sur un système hyper optimisé, hyper intelligent, qui demain va être sur Messenger, sur WhatsApp, sur toutes les plateformes. Et autrement dit, sur notre smartphone qui bip déjà beaucoup, ça va biper encore un peu plus. Comment est-ce que vous anticipez le côté un peu intrusif, puisque le smartphone qu'on a dans la main, très souvent, c'est pas seulement le smartphone de travail, hein, c'est aussi son smartphone personnel. Et la formation avec ces micro-learning vient interrompre quelque part un déroulement d'une journée. Comment est-ce que vous anticipez ça? Alors là, c'est super, c'est bien, ça vient nous faire bifurquer sur un autre point de la neuropédagogie, qui est en fait toute la stratégie en métacognition qu'il y a au sein de nos langages conversationnels. Donc, qu'est-ce que veut dire la métacognition? Méta, ça veut dire retour sur la connaissance. Donc, en fait, on a une stratégie au sein de nos langages pour vraiment, d'une part, faire apprendre à l'apprenant comment se poser durant 10 minutes pour apprendre et après lui-même avoir adopter les bons usages pour pour arrêter en fait toutes les pop-up de son téléphone portable. Donc en fait l'idée dans la métacognition, c'est vraiment de dire aux apprenants comment le cerveau apprend, comment leur cerveau fonctionne par essai-erreur, comment en fait finalement toute personne a un cerveau plastique et peut apprendre à apprendre tout au long de sa vie, mais comment il est important de aussi créer le bon environnement attentionnel pour que là, pendant les 10 minutes où je suis en train de travailler, je le fais à 100%. Et après ces 10 minutes-là, je passe à autre chose. Et je peux aussi apprendre à par exemple, mettre son téléphone en sourdine, dire à des personnes durant le moment de travail que là, je suis absolument focus en train de travailler. Donc, en fait, là, l'idée, c'est vraiment que nous sommes les propres acteurs de nos technologies. La technologie n'est pas bonne ou mauvaise en soi, c'est notre usage qui va le devenir. Et là, par exemple, pour Tiny Coaching, pour les messageries instantanées, nous, on met en place tout un système où l'apprenant, la première fois, va être notifié. Si l'apprenant ne répond pas à la notification quand on va venir lui parler en lui disant, quand Tiny, le professeur, lui dit « Hey, viens, ça fait longtemps que tu n'es pas venu travailler », là, la notification va venir. S'il ne répond pas, les messageries instantanées font en sorte actuellement depuis mars 2020 de ne plus en fait popper inlassablement. Donc là, il y a déjà une stratégie de Facebook qui a été mise en place pour justement lutter contre le surplus d'informations qui est envoyé sur les messageries. Et en plus de ça, nous, on laisse aux apprenants la possibilité d'arrêter. On leur demande dès le début, est-ce que vous voulez être notifié? Et s'ils ne le souhaitent pas, ben, ils peuvent l'arrêter. Ok, très bien. Très bien, merci. Donc, sur les mécanismes hein, de cet outil, donc on a compris. On va passer maintenant à la deuxième partie de ce webinaire qui concerne le retour d'expérience, puisque évidemment, vous avez déjà pu expérimenter ce chatbot, et puis notamment avec des clients de différentes tailles. Première question, justement, qui sont vos clients?
Alors, les clients, c'est assez large. Hein. On a pu le voir d'ailleurs avec la période de confinement durant laquelle on a noué des partenariats avec certaines OPCO et on a adressé de très petites entreprises. Mais les clients, ça va de la collectivité territoriale. On est aujourd'hui sur un gros projet avec la métropole de Lyon, par exemple, où on va acculturer les agents au numérique via le chatbot Tiny Coaching. On a des ETI tels que Flowburn, tels que RS Component. On a Vinci Énergie qui travaille avec nous. On travaille sur un projet d'inclusion dans l'Est de Paris, un projet 100% inclusion, sur lequel 1600 apprenants et éloignés de l'emploi vont pouvoir se former aux soft skills, c'est-à-dire les bons comportements en entreprise et au numérique via Tiny Coaching. Donc, c'est très, très large. Ça va de sociétés qui prennent 3-4 utilisateurs parce que ce sont des TPE ou des PME pour leurs managers, à des grandes organisations telles que la métropole de Lyon qui prévoient d'acculturer 9000 agents via Tiny Coaching. D'accord. Donc ça veut dire que si vous vous adressez à 9000 agents, il n'y a pas de prérequis numériques ou de compétences numériques particulières. C'est-à-dire que ces formations, elles s'adressent à n'importe quelle personne qui sait se servir d'un smartphone. On peut dire ça? D'abord, on n'est pas forcément sur un smartphone, puisqu'aujourd'hui, le smartphone, encore une fois, Tiny, c'est disponible sur une application, donc sur mobile, sur téléphone mobile. On s'aperçoit que 69% de nos utilisateurs l'utilisent sur un téléphone mobile. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'au début, ils l'utilisent pendant leur temps de travail, et puis après, on a un témoignage utilisateur dont on parlera peut-être qui montre qu'en fait, les gens l'utilisent le matin dans le train. On va en parler dans un instant. Ouais. Exactement. On va l'avoir sur les messageries instantanées, ce qui est très intéressant parce que les entreprises telles que RS Component, par exemple, qui utilisent Microsoft Teams, utilisent les messageries instantanées pour que les collaborateurs travaillent entre eux, discutent entre eux. Mais là, on va avoir Tiny qui va être un des collaborateurs de l'entreprise, même s'il est virtuel, et qui est le formateur. Donc, en fonction des besoins, seront poussés aux utilisateurs les bons contenus de formation, du management, des soft skills, demain de la méthode de vente. Mais c'est disponible aussi sur Internet et sur un navigateur Internet. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret? Vous parlez de Lyon tout à l'heure, donc 9000 agents qui sont formés. On se met à la place d'un de ces agents qui ouvre son smartphone. Il est formé sur quel sujet, par exemple? Je crois le management, vous parlez du management. Sur Lyon, on est vraiment dans les compétences numériques, puisqu'en fait, compétences numériques, d'accord. Okay. Voilà, au niveau des collectivités territoriales, de deux façons. Déjà, il y a une transformation numérique pour les agents au niveau de leurs outils de travail, et en plus, il y a une transformation numérique pour le citoyen qui est confronté de plus en plus au numérique pour entrer en contact avec la collectivité et qui va aller se renseigner auprès des agents qui dans la plupart des cas, sont incapables de le renseigner parce qu'ils n'ont pas le savoir. Donc là, on a construit un partenariat triple entre la métropole de Lyon, Pix, que certains d'entre vous doivent connaître, qui est un peu le nouveau TOEFL du numérique créé par le ministère de l'Éducation nationale. Qu'on connaît ici, puisqu'il y a un webinaire où on a fait une place justement à Pix pour expliquer ce que c'était. Voilà. Donc Pix, en fait, est un des partenaires de l'origine de Pix, puisqu'on est distributeur officiel. Donc Pix, c'est cette matrice de 900 acquis avec 5 domaines, 16 compétences. Et donc, on va pousser des savoirs pour les besoins internes et pour les besoins d'interaction avec les citoyens. Et la matrice de Pix est énorme, donc on ne peut pas pousser 900 acquis, ce qui représente à peu près 1200 contenus de formation, comme ça à tout le monde. Donc, il y a un travail nécessaire en amont qui est important, qui est de travailler avec le management de l'organisation, ce qu'on a fait avec la métropole de Lyon, où on a en fait identifié métier par métier quelles étaient les compétences requises en numérique pour les besoins internes et pour les besoins d'interaction. Donc en fait, on a su construire, et ça c'est un travail de conseil, c'est un travail de formateur, on a su construire des parcours dédiés par métier, c'est-à-dire qu'un agent territorial dans le médico-social n'aura pas du tout le même parcours d'apprentissage qu'un agent d'un service administratif. Et donc, petit à petit, et en amont, on a testé leurs connaissances, c'est-à-dire leur niveau de départ, pour que Tiny soit capable de démarrer au bon endroit, et petit à petit, 5 minutes par jour pendant plusieurs mois, amène les contenus qui vont faire monter les bonnes compétences en fonction du besoin du métier. Il y a une nécessité de transformer les contenus qui existent souvent déjà pour les adapter justement à ces nouveaux rythmes, à ces nouveaux formats. Là, je prends une question qui a été posée par Stéphanie tout à l'heure. Elle demandait est-ce que ça veut dire que pour chaque contenu, on crée différents formats, podcast, vidéo, texte? Est-ce que on automatise? Est-ce qu'on crée individuellement? Concrètement, comment se passe cette transformation justement?
Alors, soit on a des choses sur étagère. Alors oui, on essaie, nous, de varier nos contenus. C'est-à-dire que pour un acquis, on met plusieurs contenus pour pouvoir répondre à la demande et à la préférence de chaque utilisateur. C'est-à-dire que là, on a une vidéo, il faut qu'on soit capable, à terme, de proposer un podcast ou un article ou un contenu interactif pour qu'il y ait le choix pour l'apprenant. On a ces choses sur étagère qu'on fabrique nous-mêmes avec notre équipe pédagogique qui est basée à Caen. Dans certains cas, et ça peut être le cas pour Lyon, on va fabriquer des contenus propres pour Lyon avec des partenaires centres de formation qui vont adresser un domaine particulier de la transformation qui est demandé. Et là, on va travailler dans le format qui est demandé et qui est préféré par le client. Très bien. Je regarde s'il y avait une autre question concernant Anki. Véronique pose la question, est-ce que le rythme des répétitions est adapté aux acquis et erreurs dans chaque sujet traité, comme dans la méthode de mémorisation utilisée par Anki, ANKI, que je ne connais pas? Je vais peut-être laisser Caroline répondre à cette élément. Vous m'entendez? Oui. Oui, alors exactement. Vraiment, la méthodologie qui est adoptée, c'est vraiment la méthodologie Anki. Et de plus en plus, on va aller dans le système des flashcards pour avoir vraiment tout le système qui est celui de la mémorisation et de l'ancrage de façon espacée et croissante, complètement, en fonction de la validation d'acquis. Exactement. Donc, en fait, nous, on est vraiment là pour pérenniser des savoirs qui ont été validés. Et au-delà de ça, notre algorithme va toujours proposer des acquis, enfin, il va d'abord favoriser les acquis qui n'ont pas été vus, puis après, va favoriser les acquis qui ont été invalidés et va toujours renvoyer avec des contenus de formation qui sont autres. Donc, si vous êtes passé, vous avez invalidé un contenu qui était, mettons, un podcast de 5 minutes, on va vous renvoyer peut-être une vidéo de 3 minutes qui va tabler sur le même acquis de formation, mais qui aura une nouvelle approche et potentiellement, vous allez pouvoir valider. Et là, après, vous rentrez dans le système de rappel mémoriel de façon à la manière de Anki. Voilà. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'à ce stade, on va faire parler des personnes qui sont concernées. Vous avez recueilli un témoignage parmi d'autres. Bon, comme vous vendez ce produit, évidemment, vous n'avez pas pris un témoignage négatif. Peu importe, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a dans ce témoignage, quelle est la matière et ce que dit cette personne. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, c'est important d'avoir ces feedbacks. En fait, un des avantages du chatbot, justement, c'est qu'il y a discussion entre l'apprenant et nous. Donc, il y a des remontées, il y a énormément de remontées des utilisateurs, ce qui nous permet de mesurer l'impact de nos contenus, de les adapter, voire même de les remplacer. Donc là, on a vraiment le témoignage de quelqu'un qui vient de Lyon, qui explique en fait que, comme tout le monde, enfin, comme toute formation, c'est pour ça qu'on a créé ce chatbot, la formation, c'est souvent une contrainte. On a beaucoup de travail à faire, on a du mal à aller vers la formation. Et donc, il faut faire l'effort soit d'aller dans la salle, soit d'aller sur un système de LMS. Là, on a ce chatbot qui va vraiment commencer la discussion. On voit dans ce témoignage une personne qui explique qu'en fait, il y a des contenus de qualité, il y a des contenus de moins bonne qualité, et ça, c'est assez bien. D'ailleurs, chaque contenu est noté par nos apprenants, mais qui explique surtout que elle se penche parfois sur ces contenus de façon tardive, c'est-à-dire qu'au départ, c'était vraiment fait sur le temps de travail, et puis les gens commencent à s'habituer à aller au-delà de leur temps de travail et à travailler le matin, le soir. On a certains apprenants qui nous font des remontées même le week-end, c'est-à-dire que Tiny devient en fait comme un outil de prise d'information, sauf qu'on a de la connaissance qui est vraiment transférée. Tout ça a l'air parfait. Est-ce que vous avez mesuré des difficultés, des contraintes auxquelles vous avez à faire face et qui vont vous demander justement de progresser? Oui, la contrainte, elle est très liée à ce que vous disiez tout à l'heure, Lionel, qui était la notification. En fait, on a créé Tiny parce que la formation est une contrainte et les gens ont du mal à y aller. C'est-à-dire qu'il y a de la déperdition. À part les formations en salle, il y a beaucoup de déperdition sur les formations en ligne. Au début, on a 70% des gens qui y vont et puis on se retrouve assez vite avec 30%. Donc, un des avantages du chatbot, c'est d'avoir de la notification. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas notifier, surnotifier. Alors, on a l'avantage de le faire dans le cadre d'un chatbot. Donc, c'est une petite indication comme un ami qui vous appelle et qui vous dit « j'ai quelque chose à vous dire ». Vous n'êtes pas obligé de lire ça. Mais vraiment, ce que l'on peut voir, c'est quand même une certaine déperdition. C'est-à-dire des gens qui utilisent le chatbot, qui discute avec lui les 3 premières semaines de façon très intense, puis qui ne viennent plus que 2 à 3 fois par semaine au bout de 2 semaines, et puis au bout de 3 mois, on voit que les gens ne viennent plus que 2 à 3 fois par mois. Et ça montre en fait que la technologie est bien, mais que l'humain est encore plus nécessaire.
Donc, ça nécessite de mettre des points d'interaction, soit du coaching physique, soit du coaching virtuel via des webinaires ou via des relances, où en fait, il va y avoir une vraie discussion avec un vrai coach qui va relancer l'envie d'apprendre. Mais par contre, l'avantage qu'on a là, c'est qu'on peut vraiment le faire dans un mode de classe inversée, puisque ce coach est capable d'analyser pour chaque apprenant ce qui a été compris, ce qui n'a pas été compris en amont. Et donc, on est vraiment dans un question-réponse plutôt que dans une descente d'informations, donc dans un complément de la formation. Et le meilleur exemple, c'est Lyon, puisque Lyon, on devait faire ça. En fait, Lyon, ça a été assez marrant parce qu'on a fait un kick-off de lancement le 18 février pour démarrer le programme le 15 mars. Vous savez tous ce qui s'est passé mi-mars. Et donc, on a lancé Tiny, mais le problème, c'est que ces coachings physiques, on ne pouvait plus les faire. Alors, l'avantage qu'il y a eu, c'est que le projet a vraiment démarré. C'est-à-dire que le fait qu'on ait Tiny qui soit disponible sur les téléphones mobiles, on a 70% des agents de la métropole qui étaient concernés par le projet qui ont utilisé Tiny quotidiennement et qui ont continué leur apprentissage. Les 30% qui ne se sont pas connectés sont des gens qui considéraient en fait qu'ils étaient en congé exceptionnel et qu'ils n'avaient pas à travailler. Ça, on ne peut pas aller contre. Et puis, on s'est adapté et on s'est dit, voilà, comment est-ce qu'on peut faire ces coachings physiques qui normalement se passaient en salle avec la présence de 7 apprenants. Et on a commencé à organiser des webinaires et à mettre en place des classes virtuelles pour coacher les gens. Et là, on voit en fait un rebond. En fait, si on arrive à faire l'idéal vraiment dans le mode de la formation, c'est d'avoir une formation présentielle, un tiny coaching qui va être là au quotidien, et on voit que les utilisateurs l'utilisent 2 à 3 fois par semaine et consomment à peu près 4 à 5 contenus par semaine, mais aussi des interactions tous les 2 mois, tous les 3 mois, avec la présence d'un coach qui va remotiver à l'apprentissage et qui va redynamiser la situation. Très bien, merci pour cette réponse très claire. Alors, avant de passer à la troisième partie des questions-réponses et pour terminer cette deuxième partie sur le retour d'expérience, il y a une question que je pense qui va intéresser beaucoup de personnes qui sont là ce matin dans ce webinaire, c'est comment je fais, moi, organisme de formation ou formateur, pour m'emparer de cette technologie, quelles sont les étapes, si on veut s'y mettre, par quoi on commence? Alors, il y a 2 axes aujourd'hui, parce qu'il faut du contenu. Aujourd'hui, Tiny a un catalogue de formation, mais on s'est aperçu, nous, qu'on était plus une société, d'ailleurs, de pédagogie et une société technologique, une société de fabrication de contenu. La fabrication d'un contenu de formation est vraiment dédiée aux formateurs et à des spécialistes. Donc, on s'est entouré de quelques acteurs et on a mis en place des catalogues qui répondent de façon généraliste à la majorité des problématiques de management, de soft skills, de méthodes de vente et bien sûr de numérique dans notre partenariat avec Pix et surtout dans un accord qu'on a eu avec les éditions First qui nous permet de diffuser n'importe quel contenu des livres pour les nuls via notre chatbot. Mais aujourd'hui, Tiny, ça n'est pas que ça. Donc soit un centre de formation souhaite bénéficier de notre catalogue et sélectionne des contenus qui vont pousser en plus de leur formation présentielle, soit on donne accès à notre back-office qui devient un logiciel auteur en fait, et où un organisme de formation va avoir accès en fait au back-office et gérer sa propre matrice de contenu, c'est-à-dire des domaines, des compétences et des acquis à développer. Et va y placer ses propres contenus, soit des vidéos, soit des podcasts, soit des articles. Nous, on peut assister ces centres de formation dans la mise en place du parcours neuropédagogique, où on va en fait soit le faire pour eux, soit les aider à le faire, soit les conseiller pour le faire, mettre en place les bons rappels, les bons langages au bon moment pour motiver les apprenants. Donc Tiny peut être utilisé juste comme une plateforme vide dans laquelle en fait les langages principaux existent, mais vont être construits en fonction de la problématique de formation d'un centre de formation, soit à partir de catalogues qu'on a qui deviendront complémentaires. Et on vient de passer un accord avec un grand centre de formation en Normandie qui s'appelle l'ADEN, qui va faire les deux. L'ADEN va commencer avec nos propres catalogues de formation, mais petit à petit va enrichir ses catalogues avec ses propres contenus. Très bien. Bien, écoutez, on va passer aux questions-réponses. Juste avant, un petit sondage sur Klaxoon, si vous voulez bien. La question qu'on vous pose, c'est et vous, qui êtes formateur, organisme de formation, ou pas d'ailleurs, vous pouvez répondre aussi, qu'est-ce que vous pourriez faire avec cette technologie de micro-learning sur Chatbox, Chatbot, pardon, pas Box. Voilà, il y a différentes propositions qui vous sont faites. Je pense que le sondage va apparaître dans un instant. C'est Hubert qui est aux manettes. Et puis ensuite, vous prenez la parole
et puis vous posez vos questions, et puis on va échanger comme ça avec Hubert Gervais et Caroline, dont je n'ai pas le nom de famille. Barcou. Barcou, très bien, merci. Alors, est-ce qu'on peut peut-être remettre le QR code pour ceux qui ne l'ont pas? J'ai envoyé dans le chat le lien. Ah, c'est dans le chat. Alors voilà, Ouais, pour accéder voilà, donc, à la petite interface Klaxoon, dans le chat, vous avez le lien appklaxoon.com et puis le code qui va bien. Et puis, voilà, on va faire apparaître les résultats qui, pour l'instant, ne sont pas sur l'écran. Voilà, super. Voilà, donc merci de prendre le temps de répondre. Comme ça va nous mettre un petit peu sur la voie pour la suite. Alors, en attendant que ça s'affiche, on va passer aux questions. Qui a envie de poser une question? À vous de jouer. Alors, comment ça se passe techniquement quand on veut poser une question? On lève la main. Claire ou Luc, je ne sais pas. Alors, Claire, on ne vous entend pas. On peut remonter le fil des questions déjà. Je crois qu'il y a eu quelques questions posées, non? Oui, alors je les ai. Elles sont lève plus la ou moins main. traitées. Alors moi, mes questions ne s'affichent plus. Je pense qu'il faut que j'aille sur Converser. Je vérifie, mais oui, effectivement. Les croisements de contenu. Et il me semble que chacun peut, quand il prend la parole, il a la possibilité d'activer directement son micro. D'accord. Bon, ben, comme ça, c'est simple. Alors, les premières réponses apparaissent. De quelle façon le microlearning via un chatbot pourrait-il compléter votre dispositif pédagogique actuel? Acquisition de compétences, animation de groupe, continuité pédagogique, mesure des acquis, autres. Voilà, alors sur autres, évidemment, là, sur Klaxoon, on n'a pas la place de détailler, mais vous pouvez peut-être le faire en prenant la parole. Alors, on a un témoignage sur le mode de conversation de Stéphane Topin en mode test pour utilisateur live. J'ai voulu tester Tiny sur le site web et sur l'app mobile. J'ai cliqué sur le bouton connexion. À Tiny, le bot me demande de saisir mon identifiant adresse mail. Je le fais, le bot me répond que je ne suis pas inscrit, je suis bloqué. Bon, alors on est sur un aspect vraiment très, très technique, mais effectivement, ce sera intéressant de répondre à Stéphane peut-être dans un deuxième temps. Il y avait une autre remarque sur les croisements de contenu et les interactions entre les différents webinaires. Non. Ok, donc on va rester sur le sujet du Tiny Coaching et prendre vos questions qui portent sur le micro-learning. C'est à vous de jouer. Moi, j'aurais une petite question exprès, un tantinet poussive pour faire réagir. Faire confiance à un robot pour l'apprentissage, est-ce que c'est pas risqué? Mais je me fais l'avocat du diable, hein, évidemment. Alors, je vous demande simplement, Hubert, de répondre de façon très courte pour qu'on puisse prendre un maximum de questions, s'il vous plaît. Bien sûr. On a vu tout à l'heure que continuité pédagogique, mesure des acquis, en fait, tout ça, ça doit quand même être analysé par un formateur et par l'humain derrière. Donc, le robot, lui, il va juste aller mesurer les choses, engager les gens dans la formation, mesurer, mais il faut qu'il y ait une activité humaine derrière pour pouvoir bien guider. Ce qui est intéressant, c'est justement mesurer ce qui n'a pas été acquis pour pouvoir bien centrer les formations complémentaires qu'il faut faire. Le robot, il est juste là pour animer, mais on n'est pas dans une intelligence qui va remplacer un professeur, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, à Caen, on a une équipe de trois chargés d'édition, enfin 2 aujourd'hui et un qui va arriver le mois prochain, qui sont soit des journalistes, soit d'anciens journalistes, soit d'anciens professeurs, et qui dictent au chatbot ce qu'il doit faire. Énormément d'humains. On n'est vraiment pas dans l'automatisme, Luc. Par ailleurs, on laisse le choix à l'apprenant de nous laisser son point de vue. Et là, c'est intéressant parce qu'on redonne en fait la place entière de l'apprenant dans la pédagogie et on lui laisse la possibilité de nous faire un retour d'expérience à chaque unité pédagogique. Et là, derrière, il y a les chargés d'édition, les pédagogues qui après reprennent les feedbacks et ça nous permet, nous, d'adapter en fait l'apprentissage au sein de notre plateforme pour pouvoir être toujours au plus proche des attentes de l'apprenant. Donc, en fait, derrière un robot, finalement, il y a toujours un cerveau humain. Merci. Merci. Autre question? Moi, j'aurais une question sur la question de l'inclusion numérique.
comment ce chatbot pourrait être un levier pour permettre à des familles éloignées du numérique de devenir plus autonomes pour notamment accompagner le suivi de l'apprentissage de leurs enfants, éventuellement des démarches à venir. Enfin voilà, comment vous voyez cette articulation entre chatbot et inclusion numérique? Alors, par des projets qu'on peut faire avec les territoires. Alors, on le fait dans l'inclusion au niveau professionnel aujourd'hui, mais on a quelques idées avec certains territoires d'aller un peu plus loin au niveau des citoyens, des personnes éloignées du numérique. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas d'ordinateur, mais par contre, beaucoup de gens ont aujourd'hui des smartphones, donc l'avantage, c'est qu'ils peuvent y accéder. Moi, je dirais que notre partenariat avec Pix est très important là-dessus. C'est-à-dire que Pix, justement, va accompagner les étudiants, enfin les scolaires, les lycéens et les étudiants dans les évolutions numériques, et que cette matrice de compétences qui est DigiComp 2.0, elle est valable pour tout, en fait. Et même si elle est très large, il y a des domaines sur lesquels les gens ne voudront pas aller. On est capable de sélectionner les éléments minimaux nécessaires pour que les gens aient un minimum de savoir au niveau du numérique. Et en complément de Pix commence d'un niveau 1 pour aller à un niveau 8. Les équipes de Caroline ont développé un niveau 0 de DigiComp, qui est un niveau de prérequis qui est même nécessaire pour les gens qui sont vraiment très, très éloignés du numérique. Donc, on est capable sur des familles, on a testé ça en bêta-test il y a 2 ans, sur des familles, on a eu les grands-parents et les enfants, et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une vraie clé qui se fait. Je vais vous donner un exemple de témoignage client. C'est un agent territorial de la communauté de Deauville, puisque c'était notre bêta-testeur Deauville, en fait, Cœur-Côte-Fleury, qui, au moment de son départ en retraite, a demandé à garder Tiny Coaching, parce que ça lui avait permis de sécuriser son réseau informatique pour ses petits-enfants lorsqu'ils venaient en vacances, et pour limiter les navigations Internet, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, ça peut fonctionner. Après, il faut trouver le bon modèle économique aussi. Merci. Est-ce qu'on pourrait avoir justement des éclairages sur ce modèle économique? C'est un peu en lien avec une des questions qui était tout à l'heure. Donc, j'ai vu 2 questions dans le chatbot. D'abord, bon, Tiny n'est pas présent sur l'App Store ou sur le Google Play. Tiny, c'est une PWA, donc une Progressive Web App. Donc, en fait, c'est un lien, et en fait, on en fait un raccourci sur son téléphone. Donc, on le charge à partir de notre site. Et il n'est pas, quand on se connecte à Tiny, en fait, il faut avoir été déclaré par une entreprise. Aujourd'hui, on est vraiment dans du B2B, c'est-à-dire qu'on s'adresse soit à des organismes de formation, soit à des collectivités, soit à des entreprises qui vont inscrire un certain nombre de salariés, et on va ouvrir les comptes. Et les comptes s'ouvrent via l'adresse email de la personne. Par contre, si vous voulez tester Tiny sur une matrice un peu plus réduite, aujourd'hui, on a justement avec la EdTech participé à EdTech Solidaire, et donc on a un lien qui permet de charger une matrice numérique de Tiny gratuitement pendant encore quelques semaines pour le tester. Et donc, il faut juste s'inscrire sur le site et les gens viennent derrière. Le modèle économique, c'est le suivant. Une entreprise a ses messageries instantanées, ou du moins veut abonner ses employés. Elle va payer un droit d'accès au chatbot, qui est de quelques euros mensuels, c'est assez bas. Et ensuite, elle va aller sélectionner le catalogue de formation qu'elle choisit. Et ça dépend en fonction des partenaires de formation. Ça oscille entre 300 € le catalogue et 450 € le catalogue. On est vraiment sur quelques euros mensuels pour former les gens, ce qui fait d'ailleurs qu'on a eu un succès sensible durant la période du FN. Okay. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 10 minutes. Bon, bah écoutez, si tout est clair, on va peut-être s'arrêter là. Pas d'autres questions? 1 fois, 2 fois, 3 fois, à juger. On va passer au post-it. Merci déjà beaucoup de vos réponses très claires, Hubert et Caroline. C'était vraiment très intéressant. Merci à toutes les questions que vous avez posées et à vos interactions. Pour ce webinaire. Pour les prochains, le post-it, c'est quoi? C'est une petite interaction aussi sur Klaxoon pour vous demander vos idées pour les prochains webinaires, parce qu'évidemment, on a besoin d'idées pour essayer de vous apporter le meilleur. Voilà, je rappelle que ces webinaires sont soutenus
soutenu par le Conseil régional de Bretagne et on essaye voilà, de traiter des sujets qui soient vraiment utiles, qui soient innovants. Donc si vous avez des idées, si vous avez des rencontres que vous avez faites, des choses que vous avez identifiées, partagez-les avec nous pour qu'on puisse faire les meilleurs webinaires possibles. Ok, on va peut-être lancer le post-it. Alors, voilà, ça arrive. Il suffit de cliquer sur idées si vous avez des sujets ou des expériences à partager. Ok, bon ben voilà, écoutez, allez-y si vous avez des idées. Si vous n'avez pas d'idées dans l'immédiat, eh bien vous pouvez toujours envoyer d'autres idées sur Slack ou par email. Voilà, eh bien écoutez, en attendant que vos idées arrivent, est-ce que Luc, tu veux conclure? Sur le site internet aussi, on peut laisser, on peut laisser un message pour proposer des idées pour les prochains webinaires et le comité éditorial les réceptionne et puis les organise en fonction des sujets, des plannings des gens. Ok. Le prochain webinaire qui a donc lieu mercredi prochain à la même heure va être dans le prolongement parce que l'on parlera de la façon dont on peut maintenir l'engagement des apprenants via des plateformes et les EdTech à partir de l'expérience de Audencia. Intéressant. Ok, bien. Eh ben, je crois que c'est l'heure de se quitter. Merci à tous. Passez une très bonne journée et donc à la semaine prochaine. Merci. 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 Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.